Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de level design. Aujourd'hui c'est la première vidéo d'une mini-série de 3 sur comment faire un bon tutoriel. Et pour commencer, on va parler d'une notion cruciale pour le design de tutoriel, appelée le skill gating. La raison pour laquelle j'ai préféré découper le sujet en plusieurs parties, c'est que même si designer des tutoriels est crucial pour la création de jeux, c'est aussi quelque chose de très complexe. Le tuto, c'est ce qui va donner aux joueurs toutes les clés nécessaires pour se lancer dans le jeu, et dans l'idéal, ça doit se faire de la façon la plus naturelle et agréable possible. Trouver la bonne balance entre informer et amuser, ça n'est pas évident, et donc faire un bon tutoriel, c'est un art qui demande beaucoup de retouches et d'affinage pour vraiment proposer aux gamers la meilleure expérience de découverte. La création de tutoriels est aussi très liée au level design bien sûr, puisqu'en règle générale, on se sert de la forme et du contenu de ces premiers niveaux pour activement enseigner le gameplay à ses joueurs. L'exemple classique, c'est encore une fois Portal. Cette série de jeux de puzzle est un peu un tutoriel au long cours qui nous montre peu à peu de plus en plus de mécaniques et les combine de façon inventive pour toujours nous proposer de nouveaux défis. Une des forces de ces jeux, c'est qu'ils ne nous assomment pas de panneaux de tuto au début pour nous expliquer comment sauter ou créer des portails. À la place, on doit expérimenter et apprendre par nous-mêmes, ce qui est une technique très efficace pour nous forcer à intérioriser et à maîtriser les systèmes du jeu. Un autre niveau du tutoriel plus scopé, et néanmoins très bien pensé, c'est la fête foraine au début de BioShock Infinite, qui réintroduit les mécaniques de base de mouvement et de tir, ravit les joueurs de superbes visuels de Columbia, et évidemment ramène la notion de super pouvoir au premier plan avec les vigueurs. Mais il est temps de se reconcentrer sur notre topic du jour et de parler un peu de skill gating. Quand on y pense, n'importe quel jeu est en fait un ensemble assez complexe de systèmes à appréhender. Même quelque chose d'aussi simple que Pong nous demande en réalité d'analyser et d'interpréter ce qu'il se passe à l'écran pour percevoir le contexte, de coordonner nos mains pour réagir comme il faut et déplacer la raquette, d'intégrer le rythme et le tempo du jeu, et même de comprendre des notions plus abstraites comme un score utilisé pour départager les deux joueurs. Et tout ça, c'est juste pour Pong. Imaginons donc qu'on passe à un jeu plus compliqué, comme Super Mario Bros. Avec ses sauts, ses différents types d'ennemis, ses passages secrets, ses raccourcis, son timer, ses chemins de pièces et ses items bonus. Ou même pire, un gros jeu 4X comme le récent Dune Spice Wars et ses centaines de points d'information partout, et on voit que les jeux nous en demandent clairement beaucoup. Donc si on en revient à notre processus de création de tuto, une bonne question à se poser en tant que designer, c'est quelle partie de cet océan de mécanique faut-il montrer d'emblée à ses joueurs? Ou dit autrement, qu'est-ce qu'on peut cacher temporairement pour alléger la charge mentale sans pour autant casser le gameplay cœur de notre jeu? Cette idée d'intelligemment limiter le scope et de ne révéler toute l'ampleur du jeu que graduellement, c'est ce qu'on appelle le skill gating. C'est un peu la version en jeu vidéo du fameux adage « le moins peut être un plus ». Évidemment, l'idée n'est pas de simplifier votre jeu à outrance et d'en retirer tous les systèmes. Ces mécaniques doivent toujours exister au final. Simplement, la ruse, c'est de les montrer aux joueurs au bon rythme, petit à petit, pour éviter de les effrayer avec une courbe d'apprentissage infranchissable au début du jeu. Bon, soyons honnêtes, ça n'est pas simple à faire. En particulier parce que ça veut dire qu'en tant que créateur, on doit parfaitement maîtriser toutes les mécaniques du jeu, plus les liens et dépendances entre chacune d'entre elles, pour bien évaluer ce qui peut être gardé pour plus tard et ce qui doit être présenté le plus tôt possible. Parce que n'oubliez pas que le but, c'est quand même de montrer les systèmes les plus fun de votre gameplay dès le début pour attirer les joueurs et les garder intéressés. Donc il va falloir différencier entre les mécaniques cœur de son jeu, les essentiels que tout joueur doit connaître pour jouer à cette œuvre, et les mécaniques bonus, tous ces extras qu'on peut découvrir ou apprendre au fur et à mesure pour enrichir son expérience de jeu. En un sens, ici, les MMO sont un très bon exemple. Typiquement, dans World of Warcraft, alors que se déplacer et attaquer des ennemis pour gagner de l'expérience est un principe assez incontournable, aller monter ses niveaux de pêche ou participer à un raid
sont plutôt des expériences de jeu avancées. C'est super que ce soit possible, et beaucoup de joueurs considèrent que ce sont même des systèmes essentiels pour le jeu, mais en soi, les nouveaux venus peuvent aussi complètement ignorer ces mécaniques pour commencer en douceur et apprendre les bases étape par étape. À ce stade, la question c'est bien sûr, comment est-ce qu'on peut faire du skill gating dans un jeu? Comment est-ce qu'on peut faire pour cacher et révéler des mécaniques? Eh bien, une méthode un peu simpliste mais efficace pour adapter l'expérience des joueurs et montrer des mécaniques graduellement, c'est de juste complètement les retirer de l'interface au départ. Par exemple, Minecraft attend littéralement qu'on interagisse avec un objet pour nous en parler. Il n'y a pas de connaissances a priori à avoir. À part peut-être le fait d'utiliser son clavier et sa souris pour bouger et taper, mais c'est maintenant devenu une notion connue dans la communauté des gamers et la plupart des jeux supposent que c'est un acquis. Donc dans Minecraft, on n'a pas de panneau d'établi avant d'avoir un établi, et on n'a pas d'interface pour son four avant d'avoir construit un four. Du coup, on est libre de partir à l'aventure comme on le souhaite, et de découvrir les mécaniques dans l'ordre qui nous plaît, car il n'y a pas d'étape imposée. En plus, on n'est pas submergé par un mur d'informations au départ, et donc on peut appréhender le jeu et ses mécaniques à son rythme, tranquillement. Au passage, révéler des éléments de gameplay à des moments spécifiques de la progression du jeu, c'est aussi une astuce sympa pour indiquer subtilement le niveau de difficulté de cette nouvelle mécanique. Si on n'a pas entendu parler d'un donjon avant de finir une série de quêtes précises, ça veut probablement dire que ce donjon aurait été trop coriace pour nous avant de toute façon. Une autre technique classique, c'est de garder les éléments à l'écran, mais les désactiver jusqu'à ce que le joueur soit prêt à les utiliser. C'est souvent utilisé dans les jeux de stratégie où on a un guide pas à pas à travers l'interface qui débloque de nouveaux items à cliquer à mesure qu'on en apprend plus sur les mécaniques du jeu. Même si cette méthode de montrer mais bloquer des systèmes peut surcharger les joueurs avec pas mal d'infos inutilisables au début, quand c'est bien fait, ça peut aussi annoncer les systèmes à venir, et nous faire anticiper avec impatience ces prochaines découvertes. Mais ça, c'est un sujet pour la prochaine fois, où on continuera à étudier comment faire un bon tutoriel en discutant des notions d'annonce et d'amorce. En attendant, j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel de conseils et d'astuces sur le level design, et que vous avez appris quelques trucs sur l'importance du skill gating pour le design de tutoriel. Si c'est le cas, pensez à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivants. Et bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos idées pour de futurs tutoriels sur le level design. Sur ce, prenez soin de vous, et à bientôt.